Good afternoon. The Board of Directors of the Writers Guild of America West and the Council of the Writers Guild of America East, acting upon the authority granted them by the memberships, have voted unanimously to call a strike effective 12:01 a.m. Monday, November 5th. Salut, nouvelle vidéo comme promis pour développer un peu le contexte et la genèse de Dr Horrible, et accessoirement évacuer la frustration de ne pas vous en avoir dit plus dans la première vidéo. Du coup, aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, on commence avec la grève des scénaristes de 2007, on enchaîne sur Whedon et les galères qui l'ont conduit à presque défier l'hégémonie des grands studios, et on termine sur quelques anecdotes avant que je vous laisse tranquille. C'est parti. Retour en 2007, la technologie et les marchés de l'audiovisuel ne cessent d'évoluer, et les nouvelles opportunités font les beaux jours des circuits de production américains. Pour vous remettre dans le contexte, le DVD est arrivé dans nos chaumières depuis un bon moment. Le HD DVD, paix à son âme, et le Blu-ray commencent à faire leur apparition. Mais surtout, les accès à Internet, et donc aux vidéos numériques, se démocratisent de plus en plus. PC, box, et même depuis quelque temps nos téléphones. Seulement tout n'est pas rose pour tout le monde. Tous les 3 ans, les scénaristes de la Writers Guild of America renégocient leur contrat. Mais cette année, ça n'aboutit à rien. Ils se sentent floués et appellent à la grève. Alors même si ça reste relativement peu courant, ce n'est pas la première fois. La dernière en date, c'était il y a 19 ans. Elle avait duré près de 22 semaines et avait permis aux scénaristes de gagner un faible pourcentage sur les rediffusions de programmes de plus d'1 heure qui étaient revendus à l'international, ainsi qu'un petit droit de regard sur leur création originale. Et il faut que j'apprenne à respirer. Mais pour voir où ça coince, on va remonter encore quelques années en arrière, en 1985. La Betamax, et surtout la VHS, ont envahi les ménages. Le magnétoscope a revu ses prix à la baisse, se rendant accessible à de plus en plus de personnes, et forcément, le marché de la vidéo domestique se développe avec l'essor qu'on lui connaîtra. Argumentant à l'époque que les coûts de production de ces formats sont encore élevés, et que leurs moyens de distribution restent limités, les grands studios font accepter aux syndicats de scénaristes un pourcentage minime sur les ventes. Très minime. Le souci ? On est en 2007, et cet accord n'a lui pas évolué d'un iota, à peine étendu au DVD et rien en ce qui concerne les diffusions numériques et téléchargements légaux. Forcément, ça passe mal. Le résultat ? 12 000 scénaristes dans les rues. Dit comme ça, on pourrait croire que cela n'impacte que le cinéma ou encore les séries. Mais les métiers de l'écriture font partie de tous les domaines dans le divertissement. Le moindre talk-show a des auteurs. D'ailleurs, pour en rajouter, nombre d'acteurs et réalisateurs viennent les soutenir. Mais ça, ce n'est que le bon côté. Techniciens et figurants sont eux poussés au chômage technique, allant jusqu'à bouleverser l'économie locale de certains lieux de tournage, puisqu'il faut savoir que beaucoup sont embauchés directement sur place, ce qui parfois reste bien moins coûteux que de déplacer ou loger toute une équipe pendant des semaines voire des mois. Les studios vont d'abord tourner sur ce qu'il leur reste de scénario, mais ça ne dure pas, les premières sentences vont tomber, des séries télévisées sont suspendues ou écourtées, les talk-shows n'ont plus rien à présenter, de gros tournages seront retardés et de nouvelles commandes seront passées pour des émissions non scriptées. Bref. En 14 semaines, la grève aura eu de lourdes conséquences sur l'industrie hollywoodienne, même si elle se termine par une petite victoire des scénaristes, qui, s'ils n'obtiennent pas la réévaluation des pourcentages sur les DVD, gagnent néanmoins une part des bénéfices sur les nouveaux médias. Dans ce contexte, un homme veut entrevoir une possibilité de sortie. L'essor du net auprès du grand public n'est plus à démontrer, et si les circuits de production habituels posent problème, l'on peut peut-être y trouver des voies de financement et de diffusion alternatives. C'est cette idée qui va germer dans la tête de Josh Whedon. Troisième d'une grande fratrie, Josh, comme son frère Zach, a suivi la voie familiale en embrassant le métier de scénariste. Il se fait d'abord la main sur quelques séries américaines, avant de créer et scénariser l'un des personnages phares de sa carrière, Buffy, tueuse de vampires. Mais ce n'est pas la réussite qu'il aurait espéré. La réalisatrice remanie le script, balaie l'ambition horrifique et émotionnelle de l'œuvre pour en faire une comédie adolescente, tandis que l'acteur Donald Sutherland déçoit par son attitude sur le tournage. Whedon préfère alors faire une parenthèse, et se contentera de réécrire, sans être crédité, de nombreux dialogues de films. Quasiment tous ceux de Speed d'ailleurs, dont il reste assez fier. Bien que rentable, cette facette du métier ne le satisfait pas. En 1996, il est nominé comme co-scénariste à l'Oscar du meilleur scénario original pour Toy Story. Ce qui est plutôt pas mal, faut bien l'avouer. 2 années plus tard, on lui propose alors d'écrire celui d'Alien Resurrection. Alors il faut savoir que Josh est un grand fan de la saga, mais plus particulièrement des 2 premiers épisodes. Il accepte, mais sera à nouveau déçu par sa réalisation, la considérant de peu comme une trahison du script original. Suite à ses déboires, il veut le contrôle total de son prochain projet, la série Buffy contre les vampires. Et ce sera un succès. Commandé à l'origine pour une demi-saison de 12 épisodes, Buffy connaîtra pas moins de 7 saisons à la télé, dont de nombreux épisodes réalisés par Whedon, et continuera ensuite son histoire sous forme de comics, en plus de rester populaire bien des années après son arrêt.
Le Whedonverse, comme on l'appellera par la suite, est lancé d'abord avec le spin-off de Buffy, Angel, puis avec une nouvelle série, Firefly, qui si elle est appréciée et culte aujourd'hui ne trouvera pas son public, et sera une nouvelle déconvenue pour Whedon, principalement à cause de la production et d'une diffusion complètement chaotique. J'y reviendrai peut-être plus tard. Si la grève des scénaristes et le développement de nouveaux médias l'ont amené à la conclusion que le circuit hollywoodien ne devait pas être une impasse, et qu'il devait exister d'autres ressorts pour financer ses prochaines créations, c'est aussi ces désastreuses expériences sur les films Buffy, Alien Resurrection ou encore la série Firefly qui ont sûrement conduit Whedon à mûrir l'idée de Dr. Horrible lorsqu'il rentra chez lui en 2007 pour fêter les fêtes de Noël. Pour finir, j'aimerais vous dire que Dr. Horrible a durablement impacté la pop culture, qu'il a été repris et joué dans de nombreux campus américains et a fait l'objet d'encore plus nombreux fanfilms, qu'il est disponible en DVD et en Blu-ray, et que si je vous en parle, c'est que les commentaires audio faits par toute l'équipe sont aussi une comédie musicale, qui introduit plus d'une dizaine de nouvelles chansons, dont celle que vous avez pu entendre dans le générique de ma première vidéo. Et bah voilà, je me sens mieux. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt.